Alors, Ève, c'était un documentaire, il y en a beaucoup comme ça, enfin il n'y en a pas beaucoup de si bonne qualité, mais qui amène toujours un certain nombre de questions. D'abord, on va commencer par le commencement, comment se fait et la rencontre avec cette femme que tu ne connaissais a priori pas auparavant, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bah, je vais en faire un film. Alors, bon, il faut dire que quand je rencontre cette femme, j'attends que Temps mort sorte. Donc j'ai un film... Temps mort, c'est une fiction que j'ai eu la chance de montrer dans ce festival, d'ailleurs, il y a 2 ans. Mais voilà, il y a la logique des sorties salles de la fiction, des fois, c'est beaucoup d'attentes et ce qui est quelque chose un peu difficile à vivre quand on a travaillé presque 7 ans sur un film. Donc voilà, donc je suis dans une espèce d'impatience assez folle de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce film-là. Et donc, du coup, comme je suis caméra-woman à la base, j'accepte d'aider une amie qui fait un atelier théâtre avec des femmes sans abri. Elle a besoin d'images pour monter son projet, pas de problème. Je me sens utile à quelque chose. J'arrête de tourner en rond chez moi. Donc, je vais à cet atelier, je fais des images, etc. Et puis, ce personnage, donc cette fameuse Mariam, arrive un jour en retard. Voilà, donc déjà, elle se fait remarquer d'entrée de jeu. Et puis, c'est une sublime cinquantenaire blonde avec des longs cheveux qui parle très bien, qui traduit en arabe pour les autres, qui est très à l'aise, alors que potentiellement, elles ont tout un parcours de rue et que la plupart d'entre elles, je sais pas, presque elles s'excusent d'être là. Voilà, alors qu'elle prend place, elle est fabuleuse. Donc déjà, je la trouve divinement belle, mais en plus, elle m'envoie un drôle de signal. C'est-à-dire, ça se voit qu'elle vient d'une autre classe sociale. Et donc, j'arrive pas à comprendre. Cette femme a dormi dans la rue. Pourtant, elle n'a pas les stigmates de la rue sur son visage. Voilà, ça part de là un film. Hein. On regarde quelqu'un et en fait, on a plein de questions qui nous hantent, qui nous touchent, qui nous bouleversent. Et en fait, on est déjà en train de rêver à toutes nos discussions futures. Donc, c'est une rencontre, en fait, un film. Moi, je dis que c'est des rencontres amoureuses. Hein. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'être à côté, on a envie d'être avec. Et donc, à la fin de cette journée... Bon, on a beaucoup ri, on s'entend très bien. Parce qu'il y a aussi ça, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « lui, je ne peux pas le sentir ». Et il y a des gens, on les sent, en fait. Et après, c'est intéressant de déployer un film, c'est aussi répondre à cette question de pourquoi cette personne me happe tant. Qu'est-ce qu'elle porte en elle comme questionnement ou comme découverte qui fait famille avec potentiellement qui je suis. Parce que je crois que les films qu'on a envie de faire, c'est toujours quelque chose qui nous parle ou qui nous habite déjà ou qui vont continuer des questionnements qui nous portent. Qui résonnent. Je veux dire, je ne vais pas choisir un sujet complètement hors de moi, loin. Il y a forcément quelque chose qui fait famille. Et donc voilà, et donc à la fin de la journée, je lui ai dit, mais est-ce que je pourrais voir où est-ce que tu dors ? Parce que j'ai du mal à saisir. Et voilà. Et elle m'a dit, d'accord, mais je veux voir tous tes films d'abord. Et après, tu viendras avec ta caméra, si tu veux. Donc, dès le départ, il était question d'un film, parce que ça aurait pu être un témoignage, ça aurait pu faire autre chose. En fait, elle était très maligne. Il y a un truc, voilà, je crois que... Mais de toute façon, je pense qu'on sent... en fait, pour l'instant, dans ma filmographie, c'est la femme la plus âgée, la plus mature que j'ai filmée. Et je pense qu'elle savait... je veux dire, c'était une femme qui ressemblait vraiment à une directrice commerciale qui s'était trompée de salle, quoi, voilà. Donc, il y a quelque chose, elle savait très bien... je tourne autour d'elle comme une abeille, voilà. Donc, je lui ai même pas dit, je vais faire un film. Mais tu savais au départ quel film tu allais faire ? Mais pas du tout. Mais en fait, c'est juste que j'ai passé la journée avec une caméra, donc je suis une femme à la caméra pour elle. Et donc voilà. Non, évidemment, je sais pas, mais quand même, je me dis si les femmes bourgeoises font des chutes sociales et se retrouvent à dormir dans les centres d'hébergement d'urgence, j'ai envie d'aller voir. Voilà. En fait, je sais pas, c'est presque un contre-cliché et c'est même presque trop gros pour être vrai. Et je trouve que c'est intéressant de déplier ça. Et j'ai longtemps lutté pendant le tournage à me dire est-ce que c'est pas un parti pris un peu facile de prendre une femme qui pense bien, qui a un rapport assez sain aux choses et aux gens et au langage, et qui s'exprime parfaitement bien. Voilà, est-ce que je suis pas en train de cacher quelque chose de toutes ces femmes qui ont des vraies difficultés physiques, mentales pour certaines. Et petit à petit, je me dis mais en fait pas du tout, parce qu'en fait ce que cette femme rime avec elle, c'est que si elle tombe, n'importe laquelle d'entre nous tombe. Et ça, c'est assez puissant, je trouve. En fait, au final, de dire, en fait, regardons la société dans laquelle on vit, comment c'est possible que des femmes soient à la rue. Et en plus, même les classes moyennes, voire bourgeoises, sont en train de tomber aussi. Et alors, voilà,
c'est un bête argument de départ. Après, je le pense plus tard, ça. Je suis juste fascinée par cette femme qui a un espèce de secret. Voilà. Alors, il y a quand même l'idée d'une plongée dans l'inconnu quand on rentre dans... Enfin, il y avait un personnage, mais il y avait un univers inconnu. Oui. Et donc, le film, il se construit forcément jour après jour en marchant. Il ne peut pas s'imaginer ou se construire en aucune façon avant. Non. Non, mais... comment ? Il y a quand même un petit savoir-faire de quelque chose qui... Potentiellement, Mariem est dans ce centre d'hébergement et elle va en sortir. Là où elle en était au moment où je la rencontre, elle avait un problème administratif qu'elle devait régler, qui fait qu'une fois qu'elle l'avait réglé, elle retrouverait son indemnité, ses allocations handicapées. Donc, pour le premier pas, c'est de se dire, eh ben, je vais faire une immersion dans ce centre avec elle et comprendre comment marche ce centre avec elle, puisqu'elle y était depuis très peu de temps, et aller jusqu'au bout où elle en sort et voir aussi comment ce lieu l'a transformée. Cadre simple, c'est déjà un début et une fin. Donc, il y a une ligne rouge. Et après, elle m'a demandé de filmer d'autres femmes qu'elle parce qu'elle estimait être beaucoup plus chanceuse que la majorité des femmes. Et donc, dans sa chambre, gravitent d'autres femmes, dont Loubna. Donc après, il y a dans les interstices, il y a des scènes à deux. Moi, j'essaie de ne pas perdre la trajectoire de Mariem, où elle est en train de... En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien cette histoire d'apprentissage. Elle apprend, j'apprends, le spectateur va apprendre, on fait une immersion pas à pas, c'est comme quand on monte des escaliers, si vous voulez. Et donc voilà, et donc il y a Loubna autour, et qu'est-ce que Loubna raconte de Mariem ? Et qu'est-ce que Mariem raconte de Loubna ? Et en fait, d'être attentive aux scènes, et en fait, être là. En fait, il y a une définition que j'aime beaucoup du cinéma direct qui dit qu'il faut un œil dans la caméra pour pleurer, et un œil pour voir si on a encore de la batterie. C'est-à-dire, on est partagé, je suis dans l'instant présent, et en même temps, j'ai un film au travail dans ma tête. Et donc, quand je sens qu'il y a une scène qui commence à rentrer dans les thématiques, qui commence à se dessiner autour de ce film, et ben, je m'applique et j'essaie de... Là, je suis saisie par une scène qui fait sens, et donc du coup, je la découpe. Et si même il y a un sujet qui n'a pas été abordé, ben, je m'autorise, moi, à avoir une caméra parlante, à poser une question pour rajouter cette chose-là. Et dans ma tête, je me dis, ah oui, ça peut aller avec cette scène. Et donc, je construis déjà une partie du montage, même si tout serait écrit au montage. Mais quand même, ça fait des liens qui fait que ça crée une espèce d'organicité du récit quand même. Bon, mais alors pour entrer dans ce lieu, il faut avoir quand même des autorisations. Ces autres femmes en question, oui. Elles étaient d'accord pour être filmées ? Pas tout de suite, pas toutes. Non, ça c'est un travail au corps à corps, un travail de confiance, de présence, de discussion. Le fait est que le coordinateur du SAMU social, je le connaissais depuis longtemps. C'est un ami que j'avais perdu de vue. Donc on était étonnés de se retrouver là et ça m'a fortement aidée. Et la directrice du SAMU, qui est une femme assez magnifique et très intelligente, m'a donné l'autorisation de filmer à la condition que je fasse signer systématiquement des droits à l'image à toutes les femmes pour qu'elles ne se sentent pas violentées. Ce que je peux très bien comprendre parce que les publics comme ça précarisés, souvent la télé arrive, les films malgré elles, en fait des chiffres et des statistiques en montrant la misère de manière très plate. Alors qu'en fait, c'est des gens, c'est des femmes qui ont des enfants, qui ont une vie, qui avaient peut-être une vie avant. Enfin voilà, pas les instrumentaliser. Bon, mais la caméra rentre d'emblée dans une très grande intimité de ces femmes. Bon, Mariem évidemment, mais ouais. Et des autres aussi. Donc comment elle se fait ? Ah oui. Non, c'est pas d'emblée. En fait, c'est ça ce que je veux dire. Pour nous, c'est d'emblée, mais pas... Ouais, en fait, non. En fait, je suis là longtemps et j'ai la caméra, je la sors des fois pas. Et puis, il y a tout ce truc de apprendre à cohabiter. Les femmes ne comprennent pas ce que je fous là toute la journée avec ma caméra. Quand je dors au pied de Mariem, elles comprennent encore moins pourquoi je dors là alors que j'ai une maison, alors qu'elles n'en ont pas. Et donc, je génère aussi des questions et de l'étrangeté. Et donc, ça me laisse l'opportunité, petit à petit, au fumoir ou ailleurs, de discuter avec elles de ce que je crois que ce film peut raconter. Et que c'est intéressant de... En fait, on doit apprendre à tout ce que c'est le documentaire et pas le dévoiement de la télé qui vient faire des zooms sur la précarité et l'utiliser comme... Voilà, de dire, en fait, je vais rester longtemps et j'ai le temps. Moi, ça m'intéresse d'entendre vos histoires et de comprendre pourquoi... un moment, vous n'avez plus de maison et comment vous êtes acculés et pourquoi il y a tous ces hommes dehors et comment on fait pour dealer et les moments où vous riez ensemble et les moments où vous trouvez des chemins de traverse parce qu'il y a plein de scènes qu'on sautait au montage mais elles trouvent des solutions pour se trouver des fringues,
pour rester belles gosses, parce elles vont faire une fête, parce qu'elles rêvent de mecs. La vie, en fait. Pas juste le sujet bateau, la précarité. Non, en fait, c'est des femmes en pleine vie qui essaient de se retrouver elles-mêmes, de retrouver les femmes qu'elles étaient. Et ça, c'est presque plus important que le sujet lui-même. En fait, elles sont plus importantes que ce qu'elles ont à dire du centre d'hébergement d'urgence. C'est filmer des femmes en vie, des femmes debout. Donc, et c'est au bout de toutes ces longues discussions et de rester jour après jour après jour que des femmes finalement disent « Ah là là, tu m'as saoulée, mais c'est bon, tu peux me filer, vas-y, je le signe ton papier. » Voilà. C'est pas de l'acharnement, mais c'est juste, en fait, on est ensemble, donc c'est... Ok, tu veux pas être filmé? Bon, là, on chahute et c'est génial la scène, donc ça te dérange pas, tu t'assois à côté, comme ça je te vois pas. Et puis elle a envie d'en être. Donc, mais c'est un rapport de confiance. Mais en tout état de cause, la caméra devient un personnage dans ce film. Alors, je ne crois pas que ce soit la caméra qui devient un personnage. C'est plutôt, j'ai une place parmi elles. Oui. Parce que la caméra, c'est plutôt la question de la place de la caméra. C'est une question qu'on se pose toujours quand on est dans ces sphères d'intimité. Oui. Mais là, on sent qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Oui, c'est ça que je garde ma voix. Oui. Et je suis toute seule. Il n'y a même pas d'ingé son. C'est aussi pour ça. En fait, c'est pour ça quand tu parlais d'intimité, c'est que petit à petit, ben voilà, je dors à ses pieds. Oui, ben je la filme se maquiller, s'habiller, dormir, manger, respirer. On boit en cachette de l'alcool dans le dortoir parce que ce soir-là, on a envie de boire un coup parce qu'elles ont vécu une sale journée ou j'ai vécu une sale journée. C'est-à-dire, moi aussi, je leur raconte des trucs que je vis. Enfin, en fait, on est dans la vie, quoi. Et qu'il n'y a pas... Voilà, sauf que moi, j'ai une caméra et que j'essaie de glaner une histoire au fur et à mesure. Et on ne sait pas ce qu'on fait demain et c'est pas très grave. Et jusqu'où va la frontière de l'intime? Jusqu'où on filme? Pour moi, la frontière... En fait, je pense qu'un spectateur, quand il voit quelque chose, s'il est mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui a été mal dealé ou volé à l'autre. Donc, moi, je me fixe pas de barrière à partir du moment où c'est juste. Là, Mariam, c'est une femme très digne, très pudique, pour moi, c'est vraiment une grande femme. Elle a un port de reine et tout. Non, je vais pas la filmer à poil sous la douche. Ça n'a pas de sens. J'ai fait un autre film qui s'appelle L'âge adulte à Marseille. Et c'est une jeune gamine de 20 ans qui, en plus de ses études d'aide-soignante, décide de faire du striptease le week-end. Et elle met son corps en pâture. Elle souffrait, elle se faisait beaucoup de scarification. Et en fait, son corps est un objet de pensée. Donc en fait, je peux la filmer sous la douche, essayer de se nettoyer de cette nuit, de reprendre le chemin de ses études. Et là, ça fait sens. Et en fait, on a une telle complicité que c'est normal que je la filme dans la douche et personne va dire « elle est nue » parce qu'en fait, c'est pas ça que je regarde. C'est comme Loubna quand elle montre son dos. Donc en fait, elle ne me montre pas ses fesses. Elle me montre ce que la Belgique lui a fait en la faisant travailler comme une esclave dans le bâtiment. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas de l'intime, même on ne montre pas ses fesses, on se raconte la violence systémique, en fait. Voilà. Et donc, c'est pas de l'intime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas se mettre des frontières. En fait, il se passera ce qui se passera, mais si le moment de partage est juste, il n'y a pas de barrière. On peut aller très loin. Si on est dans un rapport égalitaire, parce qu'en fait, l'intime, ça nous concerne tous. S'il est emmené dans quelque chose de plus général et pas de l'ordre du voyeurisme. Mais ce qu'il y a de fort dans ce documentaire et qui, dans des mêmes démarches, n'existe pas toujours, c'est que c'est transparent. Il n'y a pas l'illusion que la caméra est invisible. Elle est là, elle est présente, tu es présent derrière la caméra, ce qui n'est pas toujours le cas dans le documentaire. Non, il n'y a pas de règle, heureusement. Ouais. Mais là, c'est honnête. Enfin, pour nous, c'est plus honnête. Eh bien, ça me permet d'aller plus loin au niveau de l'intime, par exemple. Quand Loubna se penche à la fenêtre en réclamant un homme et qu'après, elle finisse par parler de sexualité, je ris aussi parce que ça me concerne. Et qu'on est toutes les trois à délirer sur l'homme idéal qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Même si Loubna ne croit pas du tout au conte de fées, et donc elle part dans un fou rire qui nous raconte aussi beaucoup de choses, de la place qui lui reste à elle de pouvoir rêver à une histoire romantique. Mais à contrario, est-ce que la caméra ne modifie pas non plus leur façon d'être? Si, mais en fait, oui. En fait, moi, je vais faire le portrait de quelqu'un. En fait, c'est cette question intéressante du basculement entre la personne et le personnage. Ce que j'ai fait filmer de Mariam, c'est pas tout Mariam. C'est une partie de Mariam, c'est ce qu'elle a accepté de me montrer d'elle, et c'est ce que j'ai été capable de cueillir d'elle. Je filme d'elle ce qui m'émeut moi, que je pense transmissible
au spectateur. Je ne dirai jamais que je fais un film de la vérité globale. Et donc évidemment que la caméra a un impact à plein d'égards. C'est-à-dire au début, les gens donnent à voir ce qu'ils pensent, soit que j'attends d'eux, soit ce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'ils montrent d'eux. Et puis ça, c'est premier rush, souvent, ça va à la poubelle. Mais, ou pas, ou alors Et puis petit à petit, c'est pas la caméra, c'est Ève à la caméra. Et puis petit à petit, en fait, on oublie même que la caméra est là, parce qu'en fait, c'est mon travail, mais ça m'empêche pas de boire de la vodka, de rigoler, de danser, de manger, de dormir. Et qu'en fait, c'est comme ça. Et que petit à petit, la caméra n'existe pas. Et en même temps, moi, je crois que ce qui modifie vraiment les relations, et ça, c'est pas rien, et je sais pas si moi j'accepterais qu'on fasse un documentaire sur moi, c'est-à-dire d'avoir un spectateur de sa vie en permanence, en gros plan, et je sais tout, si ça s'est bien passé avec le vieux dont elle s'occupe, si elle a eu une crise d'épilepsie la veille, si elle s'est fâchée avec Loubna, ce qu'elle a mangé à midi, et qu'il y a un moment, en fait, c'est comme si elle peut s'autoriser à délirer le monde, et elle sait que je suis capable d'entendre ce qu'elle est en train de dire, parce que je suis complètement connectée à Je fais une immersion dans sa vie. Et elle en chahute aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très beau chez Mariem, c'est que, en fait, elle m'a castée. Elle a accepté la caméra après avoir vu mes films. Elle a dit, OK, elle peut faire un film. Et en fait, elle décide de faire de tout ce tournage et de son immersion à elle dans ce monde-là et ce passage difficile de sa vie, de le transformer en fête, en joie, de chahuter toutes les autres meufs pour qu'elles se maquillent, qu'on aille au bal, de chahuter, quoi, d'essayer de se bagarrer dans la joie et la bonne humeur, tout en sachant qu'elle traverse des trucs hardcore. Et je trouve ça hyper beau. Et je pense que la caméra agit là-dessus aussi. Parce qu'elle décide, mais ça, c'est hyper beau humainement de montrer ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des choses à nous apprendre de comment on fait avec la vie. Et ça, j'adore. En fait, je trouve que c'est ultra puissant, au-delà du sujet, de comment elle embrasse la difficulté. Et en fait, toutes ces femmes se rassemblent entre elles, rient, pleurent et ne sont pas seules et ensemble vont finir petit à petit à verbaliser ce qui les a foutues par terre et donc petit à petit pouvoir verbaliser ce qu'elles rêvent de faire une fois qu'elles auront passé ces grandes portes de ce centre dans lequel, parce qu'elles sont vraiment recluses et hors du monde. C'est un temps pour penser et se penser et penser même à elles. Enfin, voilà, voilà. Et donc que ça se transforme en fête permanente, peut-être parce qu'il y a une caméra, moi je trouve ça hyper bien. Et ça ne me dérange pas que la caméra modifie quelque chose. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des moments où, enfin d'une certaine façon, chaque jour, ou enfin je sais pas, une fois par semaine, je sais pas quel était le rythme de tournage, c'était un peu elle qui faisait le planning de tournage en fait, qui décidait plus ou moins des moments qui étaient tournables ou pas? Non. Pas du tout. Je viens quand je peux, je suis là. Et ça tourne. Ça tourne ou pas. Il y a même des fois, je suis venue, j'ai la caméra et je tourne pas. Déjà, ça demande une grande... Enfin, moi, je fais tout caméra épaule et donc ça demande une grande concentration. Et en fait, des fois, j'ai juste envie de discuter. Et puis, tout d'un coup, je sens qu'une... En fait, au début, je filme beaucoup. Et une fois que je commence à comprendre le film et que je commence à coudre le film, après, je filme pas toute la journée. Je sens les choses que je peux glaner qui font famille avec le film que je suis en train de faire. Mais non, elle décide pas. Mais elle me dit ah, mais tu sais, il y a machin, elle m'a raconté cette histoire. Donc, elle ouvre le film à d'autres femmes, parce que ça, c'est son programme depuis le début, que je filme d'autres femmes. Voilà, elle me donne des nouvelles parce qu'elle est omniprésente, moi pas. Voilà. Et est-ce qu'elle a, par moments, mis des limites? Non, ces limites, c'était vraiment de me dire, en fait, déjà que je suis déresponsabilisée de beaucoup de choses. Par contre, c'est moi qui décide quand est-ce que je dirai à mes enfants que je dors là. Donc, ne me force pas à rencontrer mes enfants maintenant. Je leur ai pas dit, c'est mon problème, je gère mes affaires comme je veux, j'ai pas envie de les inquiéter, et ça me regarde. C'est tout. Après, elle a des limites. Je pense qu'elle a mis des mois à arriver à mettre des mots justes sur la violence conjugale qu'elle a vécue. Au début, elle est très pudique, elle dit oui. Et puis petit à petit, en fait, vu qu'elle voit Loubna qui crache sa valda sans phare, et c'est très brutal, et en même temps, il faut appeler un chat, je pense que ça déteint sur elle, puisqu'elle est dans le lit juste à côté. Et donc voilà, et en fait, petit à petit, à dire, en fait, j'ai été très bien élevée dans la modération, mais en fait, il faut appeler un chat, et en fait, elle finit par apprendre à verbaliser des choses.
Donc, elle a une retenue langagière parce qu'elle a un savoir des mots. Mais petit à petit, en fait, à quoi bon et pourquoi faire? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de paroles filmées, mais il y a aussi beaucoup de silence. Oui. Oui, mais en fait, c'est comme en musique. Hein. Le silence, c'est aussi de la musique. Ouais. Et puis, c'est important. Là, on théorise beaucoup, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est que les spectateurs puissent s'identifier dans son corps, à elle. Qu'on puisse sentir qu'est-ce que c'est de dormir dans un dortoir avec 5 femmes jour et nuit, et qu'il y ait des femmes qui soient là pour une nuit, ivres mortes, et puis elles repartent, et puis de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut, et d'être acculé, d'avoir 2 cloves et demi, et toute cette pression avec ces gars qui traînent devant et qui aimeraient... voilà, qui vous propose 10 balles. Enfin voilà, c'est de se mettre dans la peau de l'autre pour traverser ça. Je trouve que c'est beaucoup plus important et intéressant et puissant que lire un article. Alors il y a aussi une grande attention portée aux objets. Alors évidemment, elle a un objet essentiel qui est son téléphone portable, c'est son fil au monde, c'est de son survie. rapport, voilà. Mais il y a aussi plein de gros plans, enfin de moments sur les objets de leur vie, les objets, les valises, les sacs, les vêtements. Là, c'est un parti pris, ça aussi, j'imagine. Oui, en fait, c'est toujours dans cette idée d'identification, c'est-à-dire leur maison, c'est leur valise. Dans leur valise, il y a les seuls habits qu'elles ont réussi à prendre au vol, puisque les 3/4, elles sont parties en courant. Leur maison, leurs papiers, qui sont tous leurs documents administratifs, et leur téléphone, parce qu'elles ne sont pas d'ordi, quoi. C'est leur seul rapport aux administrations qu'elles doivent appeler et photographier leur carte d'identité et le renvoyer par mail. En fait, elles sont en retrait du monde et c'est le seul contact qu'elles ont avec le monde. Donc ça, c'est important de filmer ces valises. Et puis, sachant que je fais aussi le portrait du lieu et qu'en fait, comme c'est un centre d'hébergement d'urgence, celles qui restent plus qu'une nuit, elles sont soumises au « Ah, désolé, mais là, il faut que tu libères la chambre, il faut que tu changes de chambre, parce qu'il faut qu'on place machin, qui est nanani, qui est ceci, qui est cela. » Très angoissant, ça. C'est intéressant de savoir qu'en fait, il y a de l'intimité, mais en fait, c'est ultra précaire et qu'à peine on a des repères, il faut tout bouger. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant, intimement, dans l'identification, de montrer qu'en fait, les repères, ils sont très mouvants et c'est très fragilisant, ça. Et puis après, les autres objets, c'est parce que... je sais pas... En fait, au-delà de tout ça, moi, je suis quand même une cadreuse et je prends un plaisir immense à filmer Mariam, que je trouve exceptionnellement belle. Même après une crise d'épilepsie, ses mains, sa bouche, j'adore ses lunettes. Tantôt, elle s'achète des lunettes en plastique pourries, mais ça lui va hyper bien, mais il y a une branche qui tombe. Ou ses ongles. Enfin voilà, bon, moi, j'ai pas d'ongles, j'ai que des vieux knackis rongés, mais elle avait trouvé... juste, bon, je suis ignare, mais juste mettre un tout petit peu de blanc et tout d'un coup, on dirait qu'elle s'est fait une manicure de nanana. Et en fait, je me dis, mais tout ça, c'est ce qui fait qu'elle se raccroche à la vie et qu'elle a une tenue, alors qu'en fait, elle a 30 centimes sur son compte. Je trouve ça hyper beau. C'est du savoir-vivre ou du savoir-être. Et elle nous apprend quelque chose, une manière de résister, quoi. Je trouve ça hyper beau. Et c'est Tongue Rose parce que c'est un peu ma Brigitte Bardot du Maroc, quoi. Qu'elle a un truc avec ses jambes quand elle est sur le lit. Voilà, je sais pas, je filme une femme que je trouve incroyablement belle. Et s'il n'y avait pas eu cette femme incroyablement belle, comment on pourrait filmer la précarité sans tomber justement dans le misérabilisme? Ça passe forcément par un personnage. Moi, je préfère regarder les gens que les paysages. C'est moi. Je pense que chacun, en fait, faire un film, c'est faire en fonction de qui on est. Ça, c'est sûr. Et que je ne choisis pas de filmer un sujet. Je me dis pas, je vais filmer la précarité. J'ai fait un film avec un petit rappeur à Charleroi qui vivait dans une maison en ruine avec sa mère. Et en fait, ce gamin, je l'ai vu, il parlait de rap, il avait 15 ans au départ, et en fait, je le trouvais génial dans sa capacité à mettre des mots sur ce que c'est être ado. Il était d'une justesse incroyable. Un jour, on m'a demandé de faire le portrait d'un jeune wallon, j'ai fait nickel, je vais aller voir ce garçon. Il a dit ok, et en fait, je n'avais pas compris que sa maison a été complètement en ruine, que sa mère, elle écrivait de la poésie dans la cave, qu'elle voulait plus travailler, et qu'en fait, tout était en train de se péter la gueule, il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau chaude, et il avait 20 ans. Et en fait, je sais pas, je revenais de Palestine et j'étais à Charleroi et j'avais l'impression de vivre une pauvreté que même en Palestine, j'hallucinais complètement. Donc c'est un film qui parle de la précarité, mais c'est pas un film sur la précarité. C'est un film sur une femme qui écrit de la poésie, qui fait que son fils aime écrire,
qui fait que dans sa chambre, à moitié en ruine, eh ben, il fait écrire d'autres qui ne sont pas allés à l'école, beaucoup pour nombreux d'entre eux. Et à la fin, ils vont faire un concert et le lendemain, eh ben, Colin est de retour à couper du bois pour essayer de chauffer sa mère. Enfin voilà. Donc c'est un film sur la précarité, mais c'est pas ça le sujet. Moi, je pense que par exemple, prendre un sujet de manière frontale, c'est forcément faire des marronniers et toucher des clichés. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir des gens, comment ils traversent tout ça, avec panache ou non. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour en saisir l'essence. Parce que les chiffres, on les a... Enfin, voilà, et en fait, on voit bien que ça nous bouge nulle part, ça. Donc la représentation que l'on fait de la précarité, justement, donc hors du documentaire, dans l'information, dans le magazine, tout ça, c'est comment tu la jugerais par rapport à ta démarche à toi? Mais moi, je pense que tout ça, ça nous éloigne. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de remettre des histoires, d'ouvrir les imaginaires, en fait, de rendre les gens... moi, les gens que je filme, je les aime, voilà. Et qu'en fait, c'est des gens que je trouve ultra beaux dans leur manière de voir la vie, dans leur manière d'aimer, dans leur manière de parler, dans leur manière de lutter. Peu importe, en fait, chaque personne que je rencontre a des choses différentes à nous transmettre. Et que... ce que je veux dire, c'est que si ma tante de droite voit ce film et dit « Ah, ça pourrait être mon fils », j'ai gagné. C'est-à-dire, j'ai ouvert une partie de son imaginaire qu'en fait, c'est pas juste un délinquant qui fume des pétards. C'est un mec hyper beau, qui n'a pas eu tout au départ et qui a une âme ouf et que, né ailleurs, dans un autre contexte, en fait, c'est un type fabuleux. Et donc, en fait, casser les cases et les étiquettes et remettre un peu du sens. En fait, je sais pas, c'est un peu ce qu'on a traversé avec Gaza. C'est-à-dire, c'est des morts en chiffres et que plein de gens, plein de journalistes ont dit « Attendez, c'est des parents, ils ont des enfants, ils avaient un commerce, ils avaient une vie, c'était des gens. » Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est une bataille, ça. Voilà. Mais c'est une bataille, mais il faut beaucoup de temps. Oui. Et il faut une démarche de documentariste. Oui, il y a plein de possibles avec cette démarche de remettre de l'humain, de remettre du sens, de remettre des histoires, de casser les clichés. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'approcher du réel si on ne prend pas le temps d'y rentrer. Non. Non, parce que, en fait, apprendre de l'autre, ça prend du temps. Avant le temps, moi, j'arrive avec tous mes clichés. Moi aussi, j'arrive avec des clichés quand je viens au SAMU social pour la première fois. Et en fait, petit à petit, tout ça est pété. Et en fait, je suis là pour apprendre quelque chose de nouveau de toute façon, mais ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des images que tu t'es interdite de montrer? Que je m'interdis de montrer? Non, oui, dans ce film-là, est-ce qu'il y a des images que tu as tournées et dont tu t'es dit non, ça, je ne veux pas le montrer? Bah oui. En fait, je veux dire, c'est ça qui est génial avec les caméras vidéo. C'est un stylo, quoi. Des fois, je suis fatiguée, je filme, je ne sais même pas ce que je filme. Des fois, je filme et je ne sais pas ce que je filme. Et après, je suis étonnée au montage. Et en fait, ça nous sauve à plein d'endroits. Mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de brouillons et beaucoup de... Non, je ne parle pas de la qualité de l'image. Je parle de ce qui est filmé. Où on se dit non, là, je suis allée trop loin, je ne peux pas montrer ça. Oui, en fait, mais ça se réajuste un peu au montage. Mais bien sûr, je ne suis pas un être parfait. Des fois, je pose des questions trop intrusives. Mais sur 9 mois, enfin... Oui, mais en fait, il y a un vrai choix moral et éthique au montage. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas? Mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai filmé, c'est OK tout le temps. Des fois, je me plante. Mais c'est surtout en me plantant que j'apprends. Et de film en film, j'essaie de voir, ah ben là, je suis allée trop vite, là, je suis trop intrusive, là, je l'ai un peu trop secouée. Ou alors, en fait, j'aurais pu la secouer parce qu'en fait, c'est un apprentissage de... Mais après, avec chaque personne qu'on filme, c'est une danse différente. Donc, je suis moi, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ce film a aidé Mariam? Je ne sais pas si ça l'a aidé, je pense juste que ça l'a accompagnée à ce que son parcours de rue soit un peu moins dur, parce qu'on a beaucoup ri. Voilà, on a beaucoup ri. Parce que la grande force de ce film, c'est de montrer effectivement des gens qui ont chuté, mais surtout des gens qui tentent enfin des femmes en l'occurrence, qui tentent de se reconstruire. C'est pas le moment de la chute, c'est le moment de la tentative de reconstruction. Oui, c'est pas le moment de la chute, c'est le moment juste après la chute. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on parle beaucoup de violence conjugale, mais on parle jamais de l'étape d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces femmes une fois qu'elles sont sorties de leur foyer, alors qu'elles sont hyper traumatisées. Et c'est hyper beau quand Mariam, elle dit c'est comme si on mettait une cloche au-dessus de leur tête et qu'on tape et que ça fait bing, bing, et qu'elles sont
dans un état de sidération dans ce lieu qui est une espèce de chambre d'écho des violences, quoi, et que ça fasse dépôt. Et alors, qu'elles s'en sortent ou pas, pour moi, elles s'en sortent grandies d'être ensemble, qu'il y a une espèce de... C'est un mot un peu à la mode, et en fait, tant pis, mais il y a quand même une espèce de sororité qui s'installe, parce qu'en fait, elles se reconnaissent. Et c'est hyper beau, ça. Et après, voilà, est-ce qu'elles s'en sortent toutes? Mariam, quand elle est sortie de là, elle a mis du temps à... Par exemple, ce qui est marrant, c'est qu'elle est à la Casa Frida, et puis après, elle a récupéré ses indemnités, et donc elle avait un appartement, et elle a mis 3 mois avant d'y aller, alors elle avait les clés de chez elle. Elle vivait où? Donc la Casa Frida, c'était, il me semble, 12 chambres dans une grande maison avec une cuisine commune. Mais des grandes chambres avec une salle de bain individuelle. Et qu'en fait, je pense qu'après avoir été hors du monde pendant 2-3 ans, c'est très, très difficile d'y aller et d'être seule. Et que là, je crois que ça l'a rassurée d'être avec d'autres femmes, avec des enfants. Et elles avaient toutes plus ou moins partagé ce moment où il n'y a plus d'habitat. Et toute la fragilité que ça génère. Et je pense qu'elle avait très peur de recommencer sa vie, quoi, d'avoir son appart à elle toute seule et de retourner dans le monde normal, même pas mal. Il m'est arrivé ça pendant 2-3 ans, mais ça y est, hop, je reviens dans ma vie. Et qu'en fait, on est forcément bougé. Ouais. Bon, Ève, je ne vais pas te poser la question. Quelle question? Mais la question de Mariam, qu'est-elle devenue? Mais je crois qu'il faut le dire quand même. Oui, bah, si tu veux, ça va mieux. J'ai pleuré tout à l'heure, mais ça va, c'est passé. Donc, tu veux qu'on a... Donc, Mariam est décédée, mais ce que je veux juste dire, c'est que j'aimerais décorréler le film et son trajet, parce que... on ne saura pas si... Donc, Mariam vient d'avoir un cancer un peu violent du foie, donc elle est décédée en 3 mois, c'est allé très vite. Au moment où elle avait une vie stable et normale et tout ça, mais est-ce que c'est lié aux années difficiles qu'elle vient de traverser, ou est-ce que c'est le hasard de la vie et que c'était Voilà. Mais elle n'est plus là, mais votre rencontre, c'était pour la vie, de toute façon. C'est devenu quelqu'un d'important dans ta vie. Ah bah oui, j'ai un trou dans le ventre. J'ai perdu une grande amie que j'aime beaucoup d'amour, oui. Oui. Et donc voilà, c'est un gros défi aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je monte le film parce qu'on l'a enterré le 24 décembre. Donc c'est vraiment très récent. Ouais. Merci. Vraiment, avec plaisir.